Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Automédia de JF Breton qui est avec vous aujourd'hui en compagnie de André Martin Hobbs. André Martin, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette entrevue virtuelle qu'on fait ensemble aujourd'hui. André Martin, la raison pourquoi tu es là, c'est parce que on va jaser d'intelligence artificielle. Il y a déjà plusieurs gens de l'industrie, plusieurs concessionnaires qui ont eu l'occasion de t'entendre parler de ce sujet-là, notamment dans différentes rencontres. Là, je pense au sommet de la CCAM il y a quelques mois et tout ça. Et justement, tu as un peu démystifié un peu qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et concrètement, comment on peut s'en servir et à quoi ça peut servir dans les opérations d'un concessionnaire automobile en 2026. Fait que c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, je te poserai la question en fait, je t'inviterai à te présenter puis à nous expliquer un peu d'où tu viens et quel est ton positionnement par rapport à l'intelligence artificielle. C'est la question que je crains à chaque fois, JF, parce que je me rappellerai toujours, puis je suis resté marqué à vie de mon garçon qui était en première année ou deuxième année du primaire, qui est revenu à la maison en disant, Papa, aujourd'hui, on doit dire, demain, on doit dire qu'est-ce que papa fait. Puis là, je me suis dit, oh oh, qu'est-ce que je réponds à mon fils de 5 6 ans? Qu'est-ce que je lui dis, tu sais? Et aujourd'hui encore, quand on me dit, ben, présente-toi, dis-nous ce que tu fais, j'ai toujours la même réaction en disant, OK, par où je commence? Fait que, dans le fond, ce que je vais répondre un peu ce que je lui ai répondu, puis je vais creuser un peu, bien sûr, mais il reste que je suis un entrepreneur de la technologie. Tu sais, ça fait 25 ans que je suis en technologie automobile au Québec, mais aussi dans le restant du Canada. Donc, tu sais, j'ai roulé beaucoup ma bosse au travers des 25 dernières années. J'ai investi dans les entreprises, j'ai fondé des entreprises. Je suis vraiment quelqu'un du milieu. Et puis, en plus d'être quelqu'un qui a ce côté-là technologique, j'ai aussi le côté concessionnaire, en le sens où je suis une partie prenante, donc un actionnaire d'un groupe de concessionnaires dans le Grand Montréal depuis 16 ans maintenant. Fait que ça fait donc longtemps que je suis en technologie, mais aussi que j'ai été drainé par le vortex de la gestion des concessions, puis le daily en concession. Puis le fait de développer de la technologie pour moi-même, au départ, c'était pour des clients, mais après, c'est devenu pour moi-même. Ça m'a amené un autre point de vue, bien sûr, puis ça m'a aussi permis, au travers des années, de faire partie d'un réseau d'anges investisseurs qui s'appelle Ange Québec, dans lequel je suis depuis 8 ans maintenant. Et chez Ange Québec, on choisit finalement, un peu comme l'œil du dragon à la télé, on choisit des entreprises dans lesquelles on va placer de l'équité, placer des sous. Et tout ce qui est marketplace ou ce qui est automobile au Canada, quand ça arrive chez Ange Québec, ça tombe sur mon bureau. Donc, j'ai vu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui étaient là vraiment au début de leur carrière, à la sortie du HEC, par exemple, et qui ils venaient nous voir pour faire une étude. Donc, la réponse courte de mon enfant de 5 ans, c'est que papa, c'est un entrepreneur en technologie automobile. Mais donc, la réponse longue que je viens de vous donner, c'est que je roule ma bosse, je suis encore très, très passionné par la technologie, la gestion, bien sûr, de concessionnaires, mais tout ça dans un réalisme et un côté concret très, très fort. C'est bien intéressant. Puis justement, ça te donne un positionnement assez unique entre justement ce qui se passe en technologie, les startups, qu'est-ce qui arrive sur le marché, qu'est-ce qui émerge comme nouvelles idées, comme nouvelles plateformes. Et de l'autre côté, ben, la gestion au quotidien de concessionnaires. Tu sais, tu as les deux mains dedans. Là. Fait que c'est pas juste des rêves et des grands projets. Tu vois aussi très concrètement comment ça peut s'appliquer dans les opérations quotidiennes d'un concessionnaire aujourd'hui. Exact. Moi qui aime bien les analogies, j'aime bien dire que j'ai la tête dans les nuages, mais les pieds dans les tranchées. Donc, j'ai C'est pas le choix d'essayer de voir loin, d'essayer puis c'est d'ailleurs ma partie préférée. Je dois avouer que la partie dans les nuages, mais il est vraiment ma préférée de toutes. Mais si ça sert à rien, ça m'intéresse pas. Donc, il faut que ça soit très concret pour que ça vienne à m'intéresser. Hey, salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+.
Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM Plus y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM Plus, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sports motorisés, de sports marins, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM Plus comprend vos enjeux des concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département FNI et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM Plus, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM Plus pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. Ben, parlons-en justement de cette. Parce que, bon, ça fait. Je pense qu'on peut dire que tu étais avant que la vague arrive. Et j'ai l'impression, j'ai envie de dire qu'on est pas mal dans la vague présentement. Je pense que le terme intelligence artificielle et la préoccupation de savoir qu'est-ce que ça représente exactement et comment ça va pouvoir venir, comment on va pouvoir utiliser cette technologie-là pour avoir des gains, pour avoir des gains en performance, pour améliorer notre modèle d'affaires et notre façon de faire des affaires, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité présentement. Je pense qu'on peut dire que tu y étais déjà un peu là-dedans avant que justement ce soit sur toutes les lèvres. Est-ce que j'ai raison de penser que justement dans la dernière année-ish, là, il y a comme une prise de conscience collective, notamment dans l'industrie dans laquelle on est, qui s'est faite là? Oui, tu as raison sur les 2 points. Tu as raison qu'il y a une prise de conscience collective dans le domaine, des concessionnaires automobiles. Ça fait déjà plus longtemps que ça que c'est une prise de conscience qui a été faite donc ailleurs, dans d'autres univers. Mais dans l'automobile, c'est assez récent. Dans le monde en général, c'est pas vu non plus. Mm. Il reste que, tu as raison de souligner que ça fait longtemps que je suis dans le domaine parce que de mon côté, avec mon équipe de développeurs, là, qui d'ailleurs m'a suivi dans toutes ces années-là, va falloir que j'achète une montre à quelqu'un bientôt, là, mais heu, j'ai des gens qui sont avec moi depuis très, très, très longtemps, 20 quelques années en informatique. Puis, nous, on a lancé notre propre projet d'intelligence artificielle il y a 9 ans de ça déjà. Donc ça fait vraiment longtemps. Ça va faire 10 ans, en fait, en 2026, là. Donc, on arrive bientôt à 10 ans en travaillant dans l'intelligence artificielle, puis aujourd'hui, le terme, pardon, est un peu galvaudé dans le sens où l'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT. C'est-à-dire que oui, il y a c'est ça repose sur heu, des large language models. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est beaucoup plus grand. Ça regroupe des systèmes experts, ça regroupe du machine learning, toutes les choses qu'on a déjà entendu parler, qui sont utilisées depuis très longtemps, mais ce qui a été démocratisé, donc ce à quoi tu fais référence, c'est que aujourd'hui, ChatGPT est connu de presque tous, utilisé parfois même en concessionnaire de façon, un peu cowboy parfois, on en parlera tantôt, mais il reste que ces outils-là se sont démocratisés et c'est rendu aujourd'hui accessible à tous assez facilement avec même, des résultats intéressants en concession. Puis, bien sûr, on regardera ça, mais en terminant, oui, c'est plus reconnu aujourd'hui par les concessionnaires que ça l'était il y a quelques années. Et on a vraiment l'impression, là, justement, que les concessionnaires sont présentement en train de se dire, OK, parfait, je veux pas manquer la parade, je veux pas être le dernier à sauter dans le train. Par où je commence et qu'est-ce que je dois faire concrètement, là, tu sais, avant de plonger dans ces exemples concrets-là. Et je pense qu'on va pouvoir y aller même par département, parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, justement, est un terme extrêmement large qui couvre un paquet de sujets, mais de façon beaucoup plus pointue et concrète, ben, on va pouvoir en parler pour chacun des départements. Avant d'aller là, justement, c'est quoi l'intelligence artificielle et où on en est finalement avec cette technologie-là en date d'aujourd'hui, en 2026, par rapport à justement il y a 9 ans et tout ça. Là. Donne-nous un peu le contexte là, de la Oui. situation. Ben, écoute, une des façons d'établir le contexte facilement, c'est de comparer à ce qu'on connaît tous, c'est l'internet. Tu sais, quelqu'un de mon âge, il y a peut-être des personnes qui écoutent qui sont plus jeunes, qui sont nés avec un laptop ou un Game Boy ou je ne sais quoi dans les mains.
Dans mon cas à moi, on recule quand même quelques années. Donc, on recule, pour ceux qui ont connu ça, j'ai eu un Apple II comme premier ordinateur. Donc, on recule dans les années 80. Euh, L'arrivée de l'Internet, bien que l'Internet, un peu comme l'intelligence artificielle, existait avant, ça s'est démocratisé vers 94-95. Puis aujourd'hui, si on parlait d'Internet, si on faisait un comparatif, aujourd'hui, on est comme à 95 par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ceux qui ont connu ces années-là, bon, ben, je vous salue. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Pour les plus jeunes, c'est peut-être un petit peu, c'est pas très clair, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que l'Internet est arrivé dans ces années-là, puis les concessionnaires, je me rappelle déjà très bien, se posaient la question à dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, il y a eu des sites web qui se sont créés en disant, tu peux acheter ton auto par courriel, puis, tu peux recevoir des livres par courriel. Puis, il y a eu toute une période de temps où tout se passait par courriel, donc. Et les sites web Internet, c'était très limité, où on avait une bannière où on disait que ouais, notre concessionnaire est situé à telle adresse. C'était comme un bottin téléphonique. Donc, ceux qui se rappellent de ça, là, je le disais tantôt, ben, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Le comparatif que je fais, c'est qu'on est au début de tout ça. Si on regarde ces premières années-là de sites web ou d'Internet, puis qu'on regarde où on est rendu aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu une certaine évolution, puis on disait déjà dans ces années-là que les consommateurs allaient acheter des véhicules en ligne, puis on attend toujours après ça que 20 quelques années ou 30 quelques années plus tard, quoi que ça arrive quand même. Mais il reste que l'évolution, puis c'est là-dessus que je fais le parallèle, l'évolution de l'Internet et l'évolution de l'intelligence artificielle est très semblable. La seule différence qui est quand même très marquée, c'est que l'évolution de l'adoption puis de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos vies est 10 fois plus rapide ce que l'Internet était. Donc, Ah oui. oui, on est au début, mais ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Fait que ce à quoi je fais référence, c'est vraiment le point de départ de la démocratisation d'Internet au début des années 90 ou au milieu des années 90 versus où on est aujourd'hui. Fait que ça, c'est un point de comparatif qui est quand même intéressant. Par contre, l'intelligence artificielle, je le disais, là, l'adoption est 10 fois plus vite. Pour ceux qui sont plus jeunes, je parlais tantôt des vieux comme moi-même, mais pour ceux qui sont plus jeunes, ben, ils sont déjà habitués à poser la question à Chat ou à Grok ou à Gemini. Où je vais aller souper? Qu'est-ce que je vais faire avec mes amis? Donc, ça devient un confident, ça devient donc sur un appareil téléphonique, c'est une technologie auquel on a accès tous les jours, même dans des fins très personnelles. Donc, il n'y a pas juste le côté travail, mais là où ça devient intéressant, c'est que puisque c'est démocratisé, ces consommateurs-là d'aujourd'hui et de demain font déjà aujourd'hui appel à l'intelligence artificielle pour la recherche de véhicules. Puis on va voir ça plus tard, mais le point, pour répondre en terminant, parce que je parle beaucoup, c'est simplement de dire qu'il y a une évolution très grande par rapport à l'intelligence artificielle. Ça va 10 fois plus vite. On a eu une révolution avec Internet, mais la révolution, si on veut, qu'on voit aujourd'hui, va être encore plus marquée et beaucoup plus forte que celle qu'on a connue avec Internet. C'est ça un point très important à retenir, là, c'est ça. Le parallèle est excellent. Quelques points par rapport à ce que tu viens de dire. Le premier, on est présentement sur un balado, fait que le fait que tu parles beaucoup, c'est vraiment pas un problème. On aime ça. Tu peux continuer, il n'y a aucun souci. Par ailleurs, par rapport au parallèle avec Internet, ce que je retiens, là, c'est deux choses. Premièrement, donc en ce moment, si on pense que l'intelligence artificielle est rendue là, au contraire, on est à l'époque où est-ce qu'on demandait au reste de la famille de raccrocher le téléphone pour se connecter sur Internet, de un. Et de Tu as un peu de deux, vie dans ta barbe, toi oui, aussi, oui, fait que ça tu peux paraît dire dessus. ça. Et de deux, ce que je retiens aussi du parallèle, c'est que s'il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est une mode, c'est quelque chose qu'on parle, là, qui va faire beaucoup parler pendant quelques mois puis qui va disparaître après, on n'est pas là. C'est vraiment la prochaine grande révolution technologique au même titre qu'Internet l'a été il y a quelques décennies. Là. Oui, puis pour ceux qui ont étudié en gestion, on a connu la révolution industrielle, on a connu les chaînes de montage. Dans l'automobile, on parle de Henry Ford qui avait tout changé sa façon de structurer son plan de travail puis de production. La révolution qu'on vit présentement, elle est beaucoup, beaucoup plus grande parce qu'elle affecte les white collars, les collets blancs. Et ça, c'était pas prévu. C'est-à-dire que toujours, les révolutions qu'on a eues, ça touchait les collets bleus,
c'était l'école, pardon, bleue, c'était là que ça se passait. Présentement, les emplois qui sont les plus à risque sont ceux qui réfléchissent avec leur tête versus ceux qui utilisent leurs bras. Par exemple, tu vois, peu importe quel métier qui travaille avec ses bras, un plombier, un ingénieur, pas un ingénieur justement, un plombier ou un électricien, bien évidemment, tu as besoin de quelqu'un qui va physiquement venir chez toi. C'est pas un robot encore là, qui va venir, réparer ton drain de l'évier. Mais justement, je parlais de l'ingénieur, l'avocat et tous les autres, collets blancs ou cols blancs, pardon, mais évidemment, c'est eux qui sont dans la principale ligne de mire, puis ça, c'est un changement énorme par rapport à ce qu'on peut avoir connu dans Hmm. le passé. Donc, dans l'évolution de l'être humain, c'est la première fois qu'on va se faire dépasser par une entité qui est plus intelligente que nous. Puis en plus, c'est nous-mêmes qui l'avons créée. Puis en plus, on n'est pas capable d'expliquer comment elle fonctionne, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle apprend par elle-même. Donc, c'est comme si on avait créé un cerveau avec des neurones, puis qu'on lui disait, tiens, voici toutes les encyclopédies du monde. À un moment donné, nous, on ne sait plus ce qu'elle connaît. Elle en connaît beaucoup plus que nous. Donc, pour la première fois, cette intelligence artificielle-là va nous dépasser. Puis on va être derrière comme étant la deuxième espèce, si on peut dire, d'un point de vue animal, la plus intelligente sur la Terre. Puis ça, c'est plus qu'une révolution, là. Il faut comprendre où on s'en va avec ça. Évidemment, il y a des dangers. Il ne faut pas faire peur puis penser à des films où la fin du monde va être annoncée dans 20 minutes. Toutefois, il y a des penseurs très grands sur la Terre, dont les pères, pardon, fondateurs de l'intelligence artificielle qui disent on a entre 15 à 20 de chances d'avoir perdu le contrôle. Ça, c'est des gens qui le disent aux Nations Unies. C'est beaucoup plus grand que André Martin qui vous parle ici aujourd'hui. Mais donc, je vais arrêter de faire peur à tout le monde parce que j'aime bien, je dois le dire, j'aime bien faire peur un peu. Mais il reste que c'est une révolution qui est absolument incroyable, qui est à la fois un peu anxiogène, ça peut faire peur un peu, mais bien utilisé, l'intelligence artificielle va tous nous faire bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Ben justement, allons-y. Avant justement de devenir à la botte de ces robots ultra intelligents, avant de se rendre là, pendant qu'on a le temps de prendre cette technologie-là et d'en tirer, d'en prendre avantage finalement et d'en tirer profit, allons-y, plongeons. Concessionnaire automobile ou Power Sport ou autre type de concessionnaire, ce modèle d'entreprise-là. On est en 2026, l'intelligence artificielle existe, elle a du potentiel de nous aider dans à peu près tous les départements. Par où on commence? Quel est concrètement, là, comment ça Ouais, marche? ouais. Voilà. Je suis tenté d'utiliser une présentation, que j'ai fait dans le passé, que j'ai fait en fait en 2025 auprès de la CCAM, mais aussi l'ACVLQ et l'ACVRQ. Hem, le point qui est à retenir de ces 3 présentations-là, c'est que justement, il y a des utilisations très, très concrètes qu'on peut faire aujourd'hui dans chacun des départements de ces concessionnaires. Donc, on peut regarder ça si tu veux, on peut plonger puis aller voir ensemble comment on utilise ça aujourd'hui en concession, à quoi je devrais m'attendre comme, comme résultat. Fait que si tu veux bien, je vais partager mon écran. Je pense que c'est une première pour toi là, Oui, qu'on on va fasse. voir si ça fonctionne. C'est ça, on va Et essayer, on va voir. pour les gens qui nous écouteraient en mode audio, là, sachez que cette présentation-là, on va la rendre disponible. Donc, si vous vous rendez là, dans la description de l'épisode ou tout simplement sur la page là, sur automedia.ca où il y a la description de l'épisode, vous aurez accès à pouvoir consulter en entier la présentation dont il sera question dans les prochaines minutes. Parfait. Donc, on va le faire de façon très descriptive. Je déduis que tu vois mon écran Oui, présentement. ça semble fonctionner. Wow! Ben, on a fait une première, tu vois? Donc, Il y a peut-être sautons, de l'intelligence artificielle là-dedans. oui, c'est ça, exact. Ben, en tout cas, au moins, elle est derrière l'écran, pour le moment. Mais, sautons dans le vif, du sujet. Premièrement, un des points où la plupart des concessionnaires, puis je dois t'avouer que moi-même, en tant que chef d'entreprise en concession, j'ai plongé au départ en me disant: «Mais comment je vais utiliser l'intelligence artificielle?» Puis la première chose qui m'est venue en tête, c'est de dire: «Ben, je vais travailler du côté des ventes, CRM, centre d'appel, je vais essayer de maximiser
mes appels, mes taux de conversion. C'est là où, pour moi, quand j'ai pensé à l'intelligence artificielle la première fois, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Puis, c'est pas faux de penser que ça peut nous aider. Par contre, aller plus vite grâce à l'intelligence artificielle, ça veut pas dire faire mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même, c'est que si, par exemple, je fais rentrer 2 fois plus de leads, mais que mes représentants prennent 24 heures à répondre aux leads, ben, je fais rentrer 24 fois plus, pardon, 2 fois plus de leads, mais ça sort, là. C'est-à-dire que j'arriverai pas à faire une bonne conversion. Je vais peut-être avoir plus de ventes, mais je serai pas efficace. Donc, il y a un point très important, c'est de regarder où on est et où on veut aller et comment l'intelligence artificielle peut nous aider. Mais avant d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est toujours très important de voir qu'est-ce qu'on fait de bien aujourd'hui puis comment on peut s'améliorer avant d'essayer d'aller plus vite. Une analogie que je pourrais donner, c'est quand on apprend à piloter sur piste de course, pour tous ceux qui ont eu la chance, mais on va pas vite sur le premier tour. On apprend à faire des tours, on va un peu plus lentement, on apprend nos points de corde, nos points d'entrée, nos points de sortie, nos freinages. C'est la même chose ici. Donc, avant d'aller vite avec l'intelligence artificielle, il faut peut-être apprendre à bien utiliser nos outils qu'on a déjà en concession. Ceci étant dit, si on rentre dans le vif du sujet, il y a des gains rapides qu'on peut faire aujourd'hui, comme par exemple utiliser des agents qui vont venir aider à répondre soit à des consommateurs qui sont sur notre site web, soit à des appels non répondus en concession. On a vu une entreprise du Québec qui s'appelle TalkSoon, par exemple. Ici, j'ai aucune plug, là, on s'entend, là, je parle vraiment d'exemples que je connais, mais il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés ou que je ne mentionnerai pas. C'est pas parce que je fais des plugs, là, c'est parce que je les connais. Mais dans le cas de TalkSoon, on a vu que les concessionnaires aujourd'hui qui utilisent cette technologie-là leur permet de pouvoir rattraper des appels qui se font à l'extérieur des heures, puis qui vont se confirmer en rendez-vous. Ce qui était important de comprendre parlant d'intelligence artificielle, puis juste de cet outil-là, qui aujourd'hui, comme propriétaire de concession, est capable de répondre à savoir combien il y a d'appels manqués par mois. J'en ai pas rencontré un. Puis je suis peut-être à 175, 200 concessionnaires que j'ai rencontrés dernièrement. Pas rencontré un. Donc, c'est un parfait exemple qu'avant d'utiliser l'intelligence artificielle, on est mieux de savoir, ben, est-ce que ça correspond à un besoin? Est-ce que ça va faire quelque chose qui va venir m'aider? C'est sûr qu'il y en a où on peut penser assez rapidement, oui, comme par exemple les fameux copilotes SMS chat, qui est la deuxième ligne dans ce qu'on voit aujourd'hui, où là, je parle d'entreprises du Québec encore, Matador, Hira, RevIA, qui viennent à différents moments là, aider le consommateur à obtenir une réponse, puis le concessionnaire à améliorer la prise de l'information du consommateur pour que le lead, entre guillemets, soit plus complet, que le consommateur ait obtenu certaines réponses qui sont très élevées dans le fameux entonnoir des ventes où on fait peut-être juste se poser quelques questions très larges. On peut obtenir une réponse. Bien sûr, l'information du client est envoyée en concession, mais les réponses sont données au consommateur. Donc, le consommateur est content, il a obtenu sa réponse, mais l'intelligence artificielle contenue dans ces outils-là vont tenter de euh, créer une amorce pour que le consommateur reste proche du concessionnaire, qu'il pose des questions additionnelles pour que finalement que ce soit un représentant qui le contacte. Mhm. Un des points aussi par rapport au CRM, de plus en plus, on voit ça, puis on a des très, très belles solutions québécoises de CRM. On a connu pour la plupart ActiveX, qui a été fondé puis lancé ici au Québec, mais il y a des nouveaux CRM aussi, en plus d'ActiveX, qui sont très intéressants, qui ont été lancés. Euh, pour ceux qui sont intéressés, là, ils peuvent voir chez Mobius, qui est un nouveau CRM, ou encore Traction Deka, qui est également nouveau dans le domaine automobile. Et ces deux outils-là incluent l'intelligence artificielle au départ. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur le marché pour la première fois et tout de suite, il y a des outils qui vont dire, ben écoute, il y a eu des appels, voici un résumé d'appel. Attention, il y a quelques mots-clés qui ont été dits dans ce résumé d'appel-là. Je pense que le directeur des ventes devrait venir écouter l'appel. Euh, dans l'analyse de sentiment du consommateur, on voit que c'est un consommateur qui est plus proche de la frustration qu'un consommateur qui est bien content de son achat. Donc, ça lève des notifications, des cloches pour dire attention, tel consommateur, on ne l'avait peut-être pas vu parce que c'est pas tous les directeurs des ventes. Et il faudrait encore en trouver un là, qui aurait le temps d'aller lire toutes les notes qui ont été prises dans leur CRM dans la journée. Donc, ce que ça veut dire,
ce que j'essaie de dire. C'est que du côté des CRM, il y a bien sûr des outils qui viennent aider à aller plus vite, à aller mieux. Il y a des outils qui s'en viennent pour la détection des intentions d'achat, je viens de le dire, mais aussi des équités, à dire, bon, OK, ce client-là pourrait peut-être vouloir changer de véhicule, mais il est en équité négative ou positive. Voici son type de deal qu'on pourrait faire dans le futur et même de desquer d'avance qu'est-ce qu'on devrait offrir aux consommateurs. Donc, tout ce que je viens de dire, ça existe, mais posez-vous la question. Si mon CRM va desquer un deal puis le proposer au représentant, mais que le représentant ne l'appelle pas le client, ben, est-ce que j'ai obtenu un rendement, un ROI de mon IA? La réponse, c'est non. Donc, ce que j'essayais de dire au départ, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais il faut être sûr qu'on est bien rodé avec notre équipe physique, notre équipe en concession, et qui vont bien répondre au téléphone quand ils doivent y répondre. Ils vont bien répondre à un texto d'un client quand un client texte. Même si on a du IA qui fait une partie au début, il y a quand même un besoin humain derrière, parce qu'évidemment, la vente automobile nécessite toujours et nécessitera toujours un être humain. Donc, on a besoin d'être très bien rodé en concession, puis d'avoir maîtriser nos métriques avant de rajouter une patch ou un plaster d'intelligence artificielle pour venir combler des problèmes qu'on a. En général, ces problèmes-là doivent être comblés d'avance. Donc c'est vraiment je pense que la leçon puis vraiment la thématique autour de la discussion va vraiment être celle-là, à savoir que justement avant d'ajouter un deuxième turbo là ou de vouloir faire aller la Oui, machine plus vite, faut s'assurer que la base fonctionne bien là, tu sais que les éléments centraux et les éléments justement humains, hein, parce que ce sont des outils qui vont aider finalement nos humains à être plus efficaces, plus performants, à aller plus vite et à diriger leurs énergies sur les bonnes opportunités puis sur les bonnes tâches. Ben encore faut-il justement que ce soit les bonnes personnes qui soient dans ces chaises-là et qu'elles soient bien, justement, comme tu viens de le dire, bien rodées à être capables d'utiliser le plein potentiel de ces outils-là. c'est ça. Puis, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que là, j'ai pelleté un peu dans la cour là, du concessionnaire en disant, faites votre travail avant d'utiliser l'IA, puis c'est vrai. Mais il y a aussi le changement qui s'effectue avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec l'utilisation des téléphones cellulaires, donc avoir toujours accès au monde sur ce petit outil-là qu'on a dans nos poches, puis le changement que ça fait chez les consommateurs. Donc, il y a bien sûr l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nous aider, nous, concessionnaires, puis on voit tout le temps ça dans une optique de ROI, mais il y a aussi une adaptation à la demande des consommateurs. Puis tantôt, je parlais des outils justement qui vont répondre quand on n'est pas quand le concessionnaire est fermé. Puis je parlais d'un fournisseur qui, lui, va envoyer un texto au consommateur. Et ce qu'eux ont réalisé, c'est que quand les gens appellent après les heures d'ouverture, il y a seulement 20 des clients qui laissent un message sur une boîte vocale. Par contre, eux, ce qu'ils font, c'est que quand quelqu'un appelle et qu'il n'y a pas de message sur une boîte vocale, ils envoient un petit texto. Et ce qu'ils ont vu, c'est que 65 des gens acceptent une interaction par texto, puis vont vouloir prendre un rendez-vous en ligne à 7h30 le soir quand la concession est fermée un samedi, par exemple, alors que seulement 20 vont laisser des messages. Ici, oui, il y a de l'intelligence artificielle derrière, mais ce qu'on fait là, réellement, c'est qu'on s'adapte aux besoins des consommateurs aujourd'hui, puis je dirais même aux désirs des Oui, ben consommateurs. c'est ça, à leurs habitudes, hein. C'est Exact. le texto est quelque chose qui est utilisé massivement pour un paquet de trucs et justement on voit de plus en plus les entreprises qui font ce virage-là et qui vont utiliser ce médium-là. Là encore, ça va être intéressant de voir jusqu'à quel moment est-ce que tu sais quand l'opportunité commerciale est arrivée dans les courriels. Là, avant là, tout le monde lisait 100% de ses courriels, on s'entend. Puis là après ça, Ouais. les infolettes sont arrivées. Et on a un peu, voilà, inondé, j'oserais dire, cette méthode-là. Là, pour l'instant, le texto est encore ultra utilisé. Je veux dire, on se texte, tout le monde se texte et on lit nos messages justement par texto. Fait que c'est une méthode que les gens utilisent et avec laquelle les gens sont habitués. Donc, j'ai envie de dire, même au niveau acceptabilité sociale, on est plus là. Les gens sont maintenant de plus en plus ouverts justement à se faire entretenir une discussion par un robot finalement. Qu'il y a à peine quelques années. Tu sais, il y a un élément aussi de, Oui.
d'acceptabilité sociale de est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience-là ou pas? Et du côté du concessionnaire, est-ce que je veux faire vivre cette expérience-là à mes clients ou est-ce que je tiens à ce que ce soit un être humain qui, le plus souvent possible, justement, interagit avec ma clientèle? C'est une dimension qui est intéressante aussi C'est à explorer. intéressant. Puis, tu sais, si je sors de la track un peu, là, puis que je prends une seconde de réflexion avec toi, là, puis ceux qui nous écoutent, puis je dis, OK, si on réfléchit, puis on regarde, puis tu as raison par rapport au texto, hein. D'ailleurs, les vendeurs le savent aujourd'hui en concession, quand ils envoient un courriel, personne ne les lit. Premièrement, c'est trop long, puis c'est comme une vieille méthode de contact. On sait que les textos fonctionnent mieux. Donc, si on regarde ça d'un point de vue grand-père comme je suis, là, puis je ne suis pas encore, là, God forbid, mais d'un vieux monsieur. Il y a été un temps où, tu l'as dit, les courriels étaient lus, puis des longs courriels, c'était le fun, puis on pouvait même correspondre avec des gens sur la Terre, puis lire des courriels, puis ça a déjà été ça. Aujourd'hui, si on regarde où on est rendu, ben effectivement, tu l'as dit, les textos, c'est beaucoup plus court, c'est direct au point. Et si on regarde les tous les sites aujourd'hui comme TikTok, puis comme Instagram et autres, qui sont des vidéos courtes de quelques secondes, ben autant le texto est rapide et court, autant les vidéos aujourd'hui qui sont produites, que les jeunes regardent, sont courts également. Il y a comme un rétrécissement du temps accordé à peu importe quoi. Si je veux m'asseoir, par exemple, avec mon fils et écouter un film, ben, il faut que je le tire. Puis à la limite, il va avoir un téléphone puis un iPad parce que c'est trop long, le film. Surtout si j'écoute un bon film de Dirty Harry, que c'est des scènes très longues. Fait que donc, c'est difficile pour moi de le garder concentré. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais si on dit, OK, il y a une évolution d'écouter un bon film à écouter des vidéos sur les médias sociaux de 15-30 secondes, ben c'est quoi la suite pour un concessionnaire? C'est quoi la suite pour les communications? Et ça, on le sait vers quoi ça s'en va. Puis là, on n'a pas encore cette technologie-là en concession, mais ça s'en vient très rapidement. C'est tout ce qu'on a entendu parler au niveau de l'intelligence artificielle qui est le agentic, c'est-à-dire avoir un agent, d'avoir votre secrétaire personnel qui va d'avance savoir que votre véhicule a indiqué qu'il avait besoin d'un changement d'huile, mais c'est votre agent qui va prendre le rendez-vous de façon complètement autonome et automatisée avec l'agent du concessionnaire qui va recevoir la demande, qui va dire, bon, voici André Martin, il a son véhicule, son changement d'huile est à faire, parfait. Négociation est faite de l'autre côté en termes de temps, d'agenda, c'est booké, ça devrait être mieux ce temps-là, je le connais, il ne veut pas y aller le vendredi, ça va être tel jour, telle heure. Et voilà, c'est rentré dans l'horaire. Puis moi, mon horaire va tout simplement se mettre à jour avec le rendez-vous que je dois prendre. Et ça, on peut penser que ça va arriver dans 5 ans. C'est pas du tout le cas. On parle de 2027. Donc, dans un an d'ici, ça va déjà être sur mon téléphone. Il y a déjà des entreprises même qui se spécialisent dans les modèles agentiques pour les concessionnaires. C'est Ah pas oui, l'objectif hein? aujourd'hui, mais ça s'en vient. OK. Quand on disait que ça évoluait plus vite qu'Internet, là, je pense que c'est un bon exemple. Ah oui, oui, tout à fait. Puis c'est bien dit, ça bouge vite, ça va plus vite que ce qu'on est capable d'anticiper parfois en concession. Hmm. En terminant, tu sais, pour les ventes, là, ce que moi j'aime bien montrer, c'est que ce à quoi on doit s'attendre grâce à l'intelligence artificielle, c'est des KPI, hein, c'est des fameux des indicateurs de performance, on le dit en français, où on s'attend que le temps de réponse quand quelqu'un communique avec le concessionnaire, que ce soit par texto, que ce soit par téléphone ou peu importe, c'est excessivement rapide, c'est instantané. Que le taux de réponse sur les appels entrants, c'est presque 100 que les rendez-vous confirmés sont très élevés. Par exemple, aux ventes aujourd'hui, est-ce que tous les rendez-vous sont confirmés? On croit que oui, mais combien de pourcents? Le taux de présence des rendez-vous, est-ce qu'on est fort, est-ce qu'on n'est pas fort? La conversion de lead en vente, bien, il y a tous ces facteurs-là sont impactés par l'intelligence artificielle. Puis rapidement, pour les rendez-vous, lorsqu'ils sont confirmés, on parle d'une augmentation de 25 des rendez-vous présentés. Donc, c'est important, l'intelligence artificielle vient tout de suite aujourd'hui avec les outils qui existent, augmenter de nos shows, hein, pour dire ça en termes automobiles, Mhm. de 25 par la confirmation, pardon, puis le taux de présence de 10 Puis en terminant, l'augmentation, la conversion des leads, elle, on parle d'une augmentation de 5 à 10 quand on utilise l'intelligence artificielle dans nos CRM pour venir nous appuyer. Fait que c'est pas n'importe quoi.
Mais évidemment, je le répète, si on est mal setupé, on va dire, en français, au départ, mais ça sert à rien de pelleter sur l'intelligence artificielle. Il faut commencer par la bonne place. Fait que donc, il y a des plans de déploiement pour arriver à faire ça en disant, ben OK, mais moi, si je veux le faire, je passe par où, je commence où, je choisis quel fournisseur, puis dans combien de temps ça va être fonctionnel. On parle en général là, 2 mois, 3 mois pour venir installer des outils d'intelligence artificielle qui vont nous procurer des résultats. Et ça, ben, on va en parler tantôt, mais il faut bien sûr s'appuyer sur quelqu'un en concession qui connaît cette technologie-là, parce que si on écoute tous les fournisseurs qui cognent à notre porte, puis je les aime bien tous, mais je peux pas en prendre 4 fois le même outil, là. Fait qu'il faut que j'en choisisse un des 4, par exemple, et c'est lequel qui est le bon des 4. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard, mais donc, il y a une façon d'y arriver pour choisir les bons fournisseurs. Ouais. Et sur ce point-là, justement, avant de passer au prochain département, parce que là, on a parlé des ventes, Oui, ben, il y a d'autres départements dans un concessionnaire hein, qui peuvent potentiellement avoir recourir justement à des outils déjà aujourd'hui là, qui mettent à profit l'intelligence artificielle. Pour revenir sur ce que tu viens de mentionner là par rapport aux fournisseurs comme tels, et surtout le fait que justement, tu en as mentionné plusieurs là, dans précédemment et notamment des entreprises québécoises. Ben justement dans les prochains épisodes là, on prévoit faire une série qui vraiment format table ronde qui va nous permettre de découvrir, d'aller à la rencontre finalement de ces fournisseurs-là québécois, de ces entreprises-là québécoises et canadiennes aussi, les entreprises que vous connaissez ou peut-être pas dans certains cas, des entreprises que vous utilisez peut-être déjà ou pas encore dans certains autres cas, vraiment pour pouvoir finalement vous les faire découvrir et voir un peu qu'est-ce qui se fait au niveau technologie, intelligence artificielle pour les concessionnaires en date d'aujourd'hui, en 2026, là, et qui vient de chez nous. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, là, il y aura justement ces entretiens-là qui vont se faire. Euh, la plug est terminée sur ce qui s'en vient. Bon, on va poursuivre avec le prochain département. oui, mais c'est important parce que d'un point de vue vraiment, vraiment transparent, on a des très, très belles technologies au Québec. On est chanceux. Je me promène beaucoup, moi, à travers le Canada. Puis, c'est pas toutes les provinces qui ont la chance d'avoir autant de jeunes pousses qui arrivent sur le marché. Donc, c'est très, très excitant. Puis, moi, je vais faire partie de ceux qui écoutent. C'est pas une plug non plus, là, je vais être là. Excellent, merveilleux. Marketing, site web et desking, ben oui. Oui. Ben, écoute, c'est là que ça devient intéressant parce que les outils de marketing aujourd'hui viennent qu'à, utiliser l'intelligence artificielle, et pour faire une petite parenthèse, là, ce qui est très, très drôle, puis je ne sais pas si tout le monde va trouver ça drôle, mais en tout cas, moi, oui. Heu, Aujourd'hui, il y a même des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés sur des gros marketplaces d'annonces de véhicules, puis je mentionnerai pas qui, mais allez voir mon LinkedIn si vous êtes curieux. Hem Il y a donc un de ces sites-là qui a introduit une application ChatGPT pour son moteur de recherche sur son propre marketplace. Quand j'ai vu ça, la première question que je me suis posée, c'est quel guide, quelle frontière est-ce qu'ils ont mis pour encadrer l'intelligence artificielle? Puis est-ce que je peux y poser des questions qui n'aura pas rapport? Puis ça, je pense que n'importe qui est dans le domaine de l'IA, la première chose qu'il va voir, c'est essayer de tester ces frontières-là. Par exemple, si vous arrivez sur un chatbot, sur un site web, demandez-lui c'était quoi le score du match canadien. Puis si il s'en va dans cette direction-là, c'est parce qu'il a mal été guidé, il n'a pas été encadré. Ceci étant dit, le gros marketplace auquel je fais référence, site d'annonces classées et d'annonces de véhicules neufs, j'ai posé la question, est-ce qu'il existe chez toi des offres qui ont été faites par des concessionnaires auxquelles je devrais faire hyper attention parce que, à la limite, c'est des fausses annonces ou que les véhicules ne sont pas bien listés ou tu sais, c'est pas une bonne offre. Il m'a dit bien sûr, puis il m'a retourné tout un résultat avec les véhicules, les noms des concessions à éviter, etc. Donc, Oh, OK. oui, donc, avant d'utiliser l'intelligence artificielle, justement, c'est un point, il faut être sûr que ça soit bien encadré. Puis quand vous rencontrez des fournisseurs, assurez-vous qu'ils ont justement pensé à toutes ces limites-là. Et ça me fera plaisir, si vous en avez à tester, de donner mon grain de sel.
Ça me fait C'est ça. penser, il y a eu un exemple il y a quelques années, tu as sûrement vu passer aussi, là, c'était justement dans les premiers concessionnaires qui ont mis un agent conversationnel à la chat GPT là, sur la fenêtre de chat sur leur site web. Et assez facilement, quelqu'un s'est fait promettre un véhicule à 1 $, puis l'agent AI a dit ben oui, il n'y a pas de trouble, viens en concession, puis on va te régler ça. Et tu sais, c'était comme un Yukon de Nali. Là, il manquait une coupe de zéro sa facture là, qui avait été promise. Exact. Puis l'histoire, c'est que c'est aux États-Unis et que le concessionnaire a dû remettre le véhicule pour 1 $ au consommateur. Donc, peut-être, ça serait une question à poser si jamais vous avez l'intelligence artificielle dans vos propres concessions. Testez-la donc, voir pour être sûr. Mais je vous rassure, la plupart ça a tellement fait de presse que les fournisseurs aujourd'hui font déjà attention à ça. Mais ce qui est intéressant en termes de marketing, site web et bien sûr de King, c'est que aujourd'hui, la plupart des concessionnaires sont très, très présents sur les médias sociaux. Ils font affaire avec des firmes qui les aident à être présents sur les médias sociaux. Je dis médias sociaux, mais médias sociaux et bien sûr aussi sur les moteurs de recherche en ligne. Et là, il y a aussi la fameuse recherche par intelligence artificielle qui fait que on peut demander à notre chat GPT ou Gemini préféré où devrais-je acheter un véhicule près de chez moi? J'ai besoin d'aide. Recommande-moi des véhicules, recommande-moi des concessionnaires. Et c'est un nouveau secteur, on dirait, où on peut venir influencer les moteurs de recherche propulsés par l'intelligence artificielle, un peu comme quand Internet est arrivé, là, puis que les sites web, on parlait de SEO pour ceux qui s'en rappellent, ou de Search Engine Optimization, Mhm. où on tentait d'influencer les résultats sur Google, par exemple, pour être sûr que notre concessionnaire était bien placé. Mais c'est exactement la même chose qu'on voit ici, mais maintenant, avec une complexité plus avancée parce qu'on parle d'intelligence artificielle là, qui va faire plusieurs requêtes et il va utiliser plusieurs points pour déterminer vers où on devrait envoyer le consommateur pour acheter un véhicule. Mais comme concessionnaire, mais on doit avoir un fournisseur qui nous aide pour ça. On ne s'attend pas qu'en concession, on va avoir quelqu'un qui va rédiger des articles à tous les jours et qui va aller placer ça sur notre site web. Les fournisseurs sont là pour nous aider, pour faire ça pour nous aider à nous positionner. Donc, point important, toujours être sûr que nos fournisseurs actuels puissent nous aider, non seulement de proposer le concessionnaire, mais de proposer nos véhicules à vendre aussi. On va penser, par exemple, les fameux Google PMax. Tout le monde est habitué aujourd'hui où quand on va sur Google, on tape le nom d'un véhicule avec une marque année, par exemple, on va avoir des résultats vraiment de véhicules qui sont listés. Donc, ça aussi, ça peut être influencé quand c'est bien travaillé. Il y a des façons de se positionner, mais il y a également des façons d'avoir, par exemple, des images, des vidéos, de proposer du bon contenu aux consommateurs. Et ça se fait avec, entre autres, de l'intelligence artificielle pour venir justement bonifier ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, les fameuses VDP, donc Vehicle Details Page, qui vont présenter la bonne information aux consommateurs, puis qui vont être également cherchées par l'intelligence artificielle. Oui, Bien sûr, écoute, sur ce point-là, André Martin, oui, je me permets d'entrer dans la conversation ici parce que, évidemment, le dossier marketing dans l'ensemble des départements dont on parle, c'est celui qui m'interpelle le plus. bien sûr, tu Si connais vous ça ne un savez peu. pas pourquoi, vous pouvez aller voir mon LinkedIn, moi aussi, vous allez comprendre. Mais Ben, comme plug inversé, je peux dire que je travaille justement avec Jean-François. On travaille ensemble sur des dossiers, puis c'est un expert en la matière. et justement, merci. Et justement, sur ce point-là, au niveau de l'intelligence artificielle, je lisais pas plus tard que cette semaine là, que le contenu organique qui est créé sur vos différents réseaux sociaux, de plus en plus va avoir un impact sur votre capacité à être recommandé par les modèles de langage. Et la raison, c'est que les plateformes ouvrent de plus en plus justement à ces différents outils-là la capacité d'aller ranker finalement le contenu qui est publié sur les réseaux sociaux. Celui qui le fait le plus présentement, c'est YouTube Shorts. Donc, le contenu vidéo qui est diffusé sur YouTube Shorts est en mesure d'être indexé justement et d'être bien analysé par les outils, les outils d'intelligence artificielle là, de conversation à la chat GPT. Et évidemment, ben, justement, les autres plateformes, je pense à Facebook, je pense à l'ensemble des autres plateformes populaires que vous connaissez, sont en train de suivre le pas aussi. Donc, la quote, si on veut, là, la citation qui était le point de l'article que je lisais, que je trouvais bien intéressante, c'était à l'effet que le contenu que vous créez aujourd'hui sur vos réseaux sociaux de façon organique est la raison pour laquelle
ces outils-là d'intelligence artificielle vous recommanderont demain. Donc, Oui, voilà, puis ma ce qui est petite insertion. intéressant, puis la raison pour laquelle on doit faire affaire avec des fournisseurs externes, à mon avis, à moins qu'on soit là un groupe de concessionnaires, puis qu'on ait, par exemple, plusieurs personnes à l'interne qui font ça à temps plein. Mais quand on est plus petit, bien évidemment, on n'a pas le choix de faire affaire avec des fournisseurs, puis il faut être au fait, comme tu viens de dire, Jean-François, de ce qui se fait de nouveau. Puis moi, tu vois, ce que je vois depuis maintenant quelques mois, puis comme tu l'as vu aussi, c'est aux États-Unis, Reddit, qui est un site qu'on connaît pour certains, pour avoir de l'opinion, pour essayer de trouver des références sur certains sujets. C'est un site qui est excessivement crawlé, on va dire ça comme ça, par l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier des recommandations qui ont été faites par des vrais humains et votées par des vrais humains. Donc, ça donne une certaine crédibilité, mais c'est un seul aspect parmi tant d'autres et ça prend des experts comme toi, Jean-François, pour être capable de dire aux concessionnaires, ben regarde, on s'en occupe, on va être sur ces médias-là, on va produire le contenu ou on va t'aider à produire le contenu avec un guide. Puis ça, c'est important parce que sinon, on est un peu livré à soi-même, puis livré à chaque nouvel article là, qui dit le tout et son contraire à chaque semaine. Mais Exactement. Oui, exactement. Mais si on continue le point, puis je termine sur le marketing site web Oui. desking parce que ça peut aller loin, mais si je prêche par ma paroisse aussi, parce qu'au travers des années, je suis venu à créer moi-même une technologie de préqualification, de financement qui est revendue à travers le Canada. Bien, le point, c'est que c'est plus difficile de financer un consommateur aujourd'hui en 2026 pour énormément de raisons. Puis le fait de dépendre de directeurs commerciaux qui peuvent avoir énormément d'expérience, mais être occupés, ou à la maison parce qu'ils ont terminé leur chiffre, ou encore un directeur commercial qui a moins d'expérience, ça devient très complexe aujourd'hui avec les programmes des institutions financières qui changent tout le temps, de déterminer on s'en va où avec ça. C'est très difficile d'avoir tous nos directeurs commerciaux qui travaillent au diapason, qui sont toujours au meilleur d'eux-mêmes. Fait que donc, ce que j'ai fait moi-même, c'est que j'ai créé un outil qu'on va appeler de décision de crédit, qui va aider les consommateurs, pas les consommateurs, pardon, mais les concessionnaires à savoir avec quelle institution financière puis quel type de véhicule le consommateur peut acheter. Et présentement, c'est pas une plug, là, juste pour te donner une idée. On est en train de travailler sur l'intelligence d'affaires. Par exemple, quand on a un site web qui annonce des véhicules, mais on sait qu'on a un certain pourcentage de nos consommateurs qui peuvent acheter le véhicule, mais il y en a un certain pourcentage qui ne peut pas non plus parce que leur crédit est soit pas assez bon ou parce que leurs revenus sont pas assez élevés. Mais il faut avoir l'inventaire qui correspond à ce que nos consommateurs peuvent se permettre. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui font ça. Il y a des outils qui permettent de savoir si la valeur de nos véhicules sont bons. Puis c'est très important d'ailleurs, on parle de marketing. Il faut s'assurer d'utiliser des outils d'évaluation de véhicules pour savoir que notre inventaire est bien pricé. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que ça match avec notre clientèle actuelle, puis avec le changement de la clientèle? Puis si on n'a pas assez de clients qui sont difficiles au crédit dans nos concessions, parce que j'ai certains concessionnaires à GF qui me disent ça quand je rentre. Parfois, ils me disent, ah ben moi, cette clientèle-là, je la veux pas. Mais c'est parfait parce que ça fait que d'autres concessionnaires vont leur vendre un véhicule. Je connais de moins en moins, de toute façon, de concessionnaires qui vont me dire ça. J'ai déjà connu ces années-là, mais aujourd'hui, tout le monde a besoin de manger. Puis les concessionnaires, donc, ne refuseront pas un consommateur qui est plus difficile à passer au crédit. Hmm. Mais comment on sait si on a atteint le benchmark? Comment on sait si on devrait en avoir plus? Puis comment on fait pour les attirer? Donc ça fait partie de ce sur quoi moi, je me suis personnellement penché pour aider donc les concessionnaires à pouvoir être sûrs de financer leurs consommateurs avec un rendement maximal au FNR, donc dans le back-end, Hmm. mais aussi du côté marketing et intelligence d'affaires, puis avoir les bons véhicules en inventaire, puis au marketing d'attirer les consommateurs qui correspondent peut-être à une clientèle qui n'aurait pas pensé aujourd'hui. Fait que OK. tout ça pour dire que l'intelligence artificielle vient nous aider au niveau du marketing de se positionner aux bons endroits, mais aussi d'attirer une clientèle auquel on n'aurait pas pensé nécessairement. Et à la limite, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, si je comprends bien, même de guider nos achats futurs et de guider notre stratégie, justement, de comment on veut gérer notre inventaire et de qu'est-ce qu'on veut tenir en inventaire par rapport à, justement, ce qu'on voit qu'on a comme acheteur, là, la tendance de ce côté-là.
C'est bien intéressant comme angle. Et écoute, je prendrais quelques minutes de plus, justement, puisqu'on parle de decisioning IT. J'aimerais bien qu'on plonge un petit peu quand même dans le sujet parce que, bon, c'est un outil qui se base sur l'intelligence artificielle. C'est un outil qui aide à la préqualification, justement, des clients. La plupart des concessionnaires ont déjà ou connaissent bien le concept d'avoir un formulaire là, de préqualification sur le site web. Ça fait partie des outils de conversion là, assez standards dans l'industrie qu'on voit à peu près partout sur tous les fournisseurs. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes justement pour que tu m'expliques quelle est la différence justement entre un outil que j'appellerais standard justement et ce que vous apportez comme plus-value dans le marché avec l'outil Decisioning IT. Là, je vous assure, tout le monde qui écoute, c'est pas une plug, je m'attendais pas à la question, mais je suis vraiment, vraiment content que tu la poses. Puis, dans le fond, le point numéro un, là, c'est que nous, comme concessionnaire, on s'est penché sur ça. J'ai créé la technologie chez nous en concession avant de la rendre sur le marché. Puis c'était pas l'objectif d'ailleurs de la rendre sur le marché, mais j'ai vu la demande pour notre produit. J'ai d'ailleurs des concessionnaires qui nous avaient appelés pour notre produit. Et la différence, elle est la suivante. Les outils de préqualification de crédit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retourner une demande d'un consommateur en un lead en concession qui leur donne une idée de si le client a un bon ou un mauvais crédit. C'est-à-dire que ça donne une idée, tu sais, c'est une catégorie de clients, on va dire prime ou de première chance ou non-prime, dites de deuxième, troisième chance. C'est déjà intéressant. C'est comme un screen, hein, pour savoir est-ce qu'on va sur le scénario 1 ou 2 avec ce client-là, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est là que ça arrête, la préqualification. C'est comme une première étape un peu cute de dire, ben, il n'est pas bon de crédit, finalement, ton client. La difficulté que j'ai vue avec ça, c'est que quand le lead rentre en concession puis qu'on se fait dire le lead n'est pas bon, le client n'est pas bon de crédit, ben, le vendeur, lui, il dit, ah ben là, qu'est-ce que je fasse avec ça? Je travaillerai pas là-dessus, je perdrai pas mon temps. Puis tout ce que ça a fini par faire, c'est que ça a fini par indiquer aux représentants des ventes de ne pas travailler sur le dossier. La différence avec notre outil, donc, c'est que nous, on fait de la décision de crédit, et on est plus dans le domaine de l'intelligence d'affaires. Ce que ça veut dire, c'est que quand un lead, le même formulaire est rempli par un consommateur, que ce soit d'ailleurs en concession ou sur le site web, mais le résultat, le output, c'est de la décision de crédit. Nous autres, on va dire, écoute, ton client a appliqué sur un véhicule à 35 000, mais malheureusement, il n'y a pas le salaire. Il y a un très bon crédit, mais il n'y a pas le salaire pour se permettre ce véhicule-là. Donc, voici la valeur du véhicule qu'il va pouvoir se permettre avec le paiement qu'il va pouvoir se permettre. Ou à l'inverse, si on a un client qu'on dit de deuxième chance, on va dire attention, ton client ne se préqualifie pas pour le véhicule sur lequel il a appliqué au taux d'intérêt, par exemple, subventionné de 3,9 parce que malheureusement, il tombe sur, peut-être subventionné ou pas selon le manufacturier, mais en deuxième chance au crédit. Donc, tu ne peux pas le desquer à 3,99, ce client-là. Il va falloir qu'il soit plus dans le 11,99, par exemple, pour le desquer. Ce que ça fait, c'est qu'on sait tout de suite quelle institution financière va pouvoir nous donner une approbation. Puis, c'est quoi le deal? Fait que non seulement on va déterminer, si tu veux, le côté bancaire, donc à savoir vers où il va passer, mais aussi on va préqualifier au niveau des produits FNR qui devraient être mis dans la transaction. Parce qu'on sait très bien qu'un client qui est en deuxième chance, c'est pas un bar open au FNR, là, dans le back-end. On est limité sur des produits dans notre transaction en dollars, par exemple. Si on est limité sur une transaction qui nous permet jusqu'à X dollars, 3 000 par exemple, on va peut-être focuser sur une garantie, puis peut-être une assurance de remplacement ou certains produits qui sont spécifiques à la deuxième, alors qu'en première chance, ben là, ça va plus dépendre du profil puis de comment on peut aborder ça au client, puis le rentrer dans un menu selling ou autre. Donc, ce que j'essaie de dire, en réponse courte, les outils de préqualification qui existent aujourd'hui, ça permet de déterminer la catégorie du consommateur A ou B. C'est-à-dire, il est en première ou il est en deuxième. Nous, ce qu'on fait, c'est plus loin, c'est de la décision de crédit. Fait qu'on va venir dire au concessionnaire, attention, ce client-là se préqualifie pour tel véhicule avec telle institution financière. Voici le paiement, le nombre de mois, l'avance que tu peux avoir maximum, les ristournes que tu peux avoir en première ou en deuxième chance. Tout est calculé. Fait que c'est comme si on avait desqué le deal avant même de l'amener au vendeur. Puis l'avantage que ça procure, c'est que cet outil-là, ben, il peut être utilisé en concession avec un scan de QR code au bureau du vendeur. Si le directeur commercial est occupé, on demande au consommateur de le scanner.
On sait tout de suite s'il va avoir le taux d'intérêt subventionné ou pas. On sait tout de suite combien il peut se permettre. Si on est dans le domaine des véhicules d'occasion, bien, on va aller vers la bonne unité. Et si notre consommateur il est très bon au crédit, bien, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait l'entente avec le client et qu'on s'entend sur un véhicule avec un prix donné, c'est là où le scan du code QR arrive. Donc, après, on n'est plus en pré-qualification. On va dire on est après la transaction. Et là, on scanne le code QR chez le client avant d'aller rencontrer le directeur commercial. Comme ça, le directeur commercial reçoit tout le pedigree du consommateur, où il habite, qu'est-ce qu'il fait comme travail, c'est quoi son type de crédit, qu'est-ce qui maximise la ristourne, quels devraient être les produits FNR vendus. Fait qu'imaginez des concessionnaires qui sont très occupés, qui ont plusieurs directeurs commerciaux, mais c'est occupé, il y en a un qui est en vacances, il y a le dîner de l'autre, il y a deux clients, pardon, qui sont arrivés en même temps. Ben, OK, on scanne, ça sauve du temps, on est toujours au diapason sur les nouveaux programmes des institutions financières, on maximise toujours nos ristournes. Fait que toute cette complexité-là qu'on avait avant, notre outil, n'existe plus là, en concession. Et évidemment, si c'est un client de deuxième, mais là, ça va beaucoup, beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile pour les consommateurs et facile pour les vendeurs et facile pour les directeurs commerciaux de pouvoir faire la transaction. Écoute, c'est assez clair. C'est assez clair. Puis ce que je comprends, c'est que ça enlève aussi une certaine, ça enlève un peu d'aléatoire dans la façon dont ça peut Exact. être fait selon l'individu qui va s'en occuper et à quel moment de la journée. Puis si c'est son huitième client de la journée, tu sais, il y a comme une espèce de, ça va venir standardiser peut-être un petit peu aussi à l'interne les façons de faire et ce qui est proposé à tel ou tel client de quelle façon finalement. Oui, exact. Puis écoute, ça permet de dire, moi, comme concessionnaire, j'ai 80, je nommerai pas le nom, mais j'ai un de mes clients, 96 de sa clientèle est en première chance au crédit. Fait que lui, il se dit, ah, ben c'est cool. Je dis, écoute, si je regarde les concessionnaires alentour de chez toi, la moyenne est plus aux alentours de 15. Puis toi, tu es à 4. Je comprends que c'est cool parce que c'est plus facile à passer au crédit, mais tu as 11 de ta clientèle auquel tu ne vends pas. Ils ne passent pas chez toi, ils n'arrêtent pas chez toi, alors que tu as un parc de véhicules d'occasion de qualité qui fonctionne pour ces consommateurs-là, puis tu ne leur vends pas. Donc, il faut faire attention au niveau du marketing. Puis ces outils-là que je produis, ça permet de voir ça. Alors qu'aujourd'hui, à travers le Canada, il n'y a pas un autre outil qui fait ce qu'on fait. Les autres outils, c'est de la préqualification, le crédit bon ou pas bon, Ouais. mais c'est tout. Donc, la différence est quand même importante, puis ça vient nous aider à gérer le bon parc d'inventaire également. Hmm. Super intéressant. Ben, merci pour l'explication. Si on poursuit dans le fond au niveau du marketing comme tel, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu voulais souligner avant qu'on se dirige du côté du service? On va, c'est quoi? Tu as bien raison, on va continuer parce que sinon, on n'aura pas le temps de se rendre partout à faire tout ce qu'on voulait. Mais passons au service et pièces. Si jamais il y a des personnes qui écoutent, qui ont des questions, ben écoute, je pense que JF, tu es la bonne personne à rejoindre. Puis moi, ben, ça me fera plaisir de répondre à tes questions aussi. Mais allons-y tout de suite, sautons du côté service et pièces parce que c'est souvent les malmenés quand il s'agit de savoir on fait quoi au point de vue IA. Ça sert à rien au service parce que mon mécano qui change les freins d'un véhicule, il n'y a pas besoin d'IA pour l'aider. On peut penser que c'est vrai, mais la réponse à ça, c'est que non, effectivement, l'IA ici aussi va venir aider le département du service, puis on peut très bien penser à un atelier, oui, mais aussi à tout ce qui se fait en concession avec les aviseurs techniques, avec la prise de rendez-vous, la confirmation, l'inspection visuelle, les caméras. Il y a énormément aujourd'hui de technologies qui existent, qui sont propulsées par l'intelligence artificielle en concession. Fait que oui, on va regarder ça, bien sûr. Et si on regarde les gains rapides, je parlais tantôt des outils qui vont prendre des rendez-vous une fois que le concessionnaire est fermé, pardon. Donc, je parlais des fameux textos. Ben, ce qu'ils ont réalisé, eux, c'est que 70 des rendez-vous qui étaient pris au service étaient pris à l'extérieur des heures d'ouverture du concessionnaire. C'est énorme. Puis ensuite, cet outil-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va confirmer par texto de façon automatisée au client avant son rendez-vous, 1 à 2 fois avant le rendez-vous, donc avec des délais différents. Puis ce que ça fait comme résultat, c'est que ça réduit le no-show de 20. Donc, si jamais il y a un concessionnaire qui nous écoute et dit: «Moi, j'ai un problème de no-show dans mon atelier», bien là, c'est clair. On parlait d'une patch tantôt, là.
l'intelligence artificielle peut aider. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr, à la place d'utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à vos personnes au service de faire les rappels pour confirmer. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser l'intelligence artificielle. Ce que ça fait, c'est que ça va faire que certains de nos procédés actuels vont aller plus vite et ils vont être automatisés. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est pas une patch qui va vraiment régler tous les problèmes du concessionnaire. Hmm. Ce qu'on voit, oui. Ah, non, écoute, ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, cet exemple-là me fait. Tu sais, quand on parlait plutôt d'acceptabilité sociale, hein, puis du fait que justement le consommateur est prêt et mûr pour utiliser ou pour se faire proposer ce type de communication-là et ce type de suivi-là. Euh, il y a un des éléments sur lequel j'aimerais t'entendre très honnêtement. Moi, personnellement, je crois qu'on n'est pas rendu là. Et pour reprendre, je suis pas encore grand-père, là, mais tu sais, dans mon équipe, j'ai quand même des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et pour reprendre une expression qu'ils utilisent fréquemment, je trouve ça un peu cringe. La cringeitude en question, elle vient des agents vocaux. Je pense que Oui. moi, autant que j'aime beaucoup discuter avec ChatGPT, qui peut parfois être mon confident et mon stratège tout en même temps, autant que de me faire appeler par ChatGPT ou un agent vocal pour me faire dire qu'il y a un rappel sur mon véhicule et qui pourrait prendre feu à tout moment pendant que je conduis sur l'autoroute, j'ai encore une petite hésitation par rapport à cela. Ouais, non, tu as bien raison. Puis c'est drôle parce que je sais exactement à quoi tu fais référence. Puis je trouve ça très comique aussi. Je ne mentionnerai pas l'événement, mais on a participé les deux à un événement où on a entendu ça tu sais, sur un haut-parleur. C'est vrai qu'il y a des outils qui font aujourd'hui des appels, justement, pour les rendez-vous de service qui sont automatisés. Euh, c'est pas encore. Moi, ce que je réponds à ça, c'est très, très simple. Quand un consommateur appelle à un endroit, puis que tu te fais répondre par un système automatisé qui dit peser sur le 1 pour aller à tel endroit, puis après ça, une fois que tu es à tel endroit, peser sur le 2 pour faire telle action. Par exemple, tu appelles chez Jean Coutu, puis tu veux renouveler tes prescriptions parce que oui, je suis rendu à cet âge-là. Ben écoute, j'y vais avec tout simplement une coupe de 1 puis de 0. J'ai terminé en moins de 70 secondes, 60 secondes, puis paf, mon ordonnance va être prête quand je vais y aller. Quand on a un outil qui est déjà capable de faire ça, utiliser l'intelligence artificielle vocale à ces gens-là, ça fonctionne très bien, sinon mieux. Par contre, si c'est la première fois qu'on utilise l'intelligence artificielle pour faire ces appels-là, puis qu'avant, il n'y a pas eu ces services automatisés-là auxquels je viens de faire référence, par exemple, ben effectivement, on va utiliser l'expression de tes jeunes, là, c'est cringe. C'est quelque chose que on n'est pas prêt. Il y a une complexité québécoise aussi par rapport à notre accent. Il y a plusieurs outils, dont Eleven Labs, par exemple, qui est quand même très populaire, qui est utilisé par certains, qui arrive à avoir certains niveaux de langue québécoise avec nos accents. Puis encore là, ça ne sera pas un accent du Saguenay versus un accent de Montréal versus un accent de Québec. Mais le point, c'est que c'est pas encore prêt, pas encore peaufiné, un accent un peu plus français européen. Donc, tout de suite, on dirait qu'on n'est pas rendu là. C'est vrai, je suis d'accord avec ton point. Euh, Si c'est moi qui appelle, c'est un AI qui me répond alors que j'étais habitué de faire des 1 puis des 0, là, ça marche. Mais si, à la limite, je me fais appeler pour dire que mon auto va prendre en feu, ça détruit complètement toute relation que je pourrais avoir avec un concessionnaire. Donc, je te suis 100% JF. Ben, et ne serait-ce que justement sur le fait aussi, tu sais, puis bon, on va finir là-dessus, là, mais la quantité d'appels de spam qu'on reçoit aussi, je sais pas toi, là, mais moi, dans les derniers mois, les dernières années particulièrement, on dirait qu'il y a comme une recrudescence, là. À partir du moment où je reçois un appel de quelqu'un que je connais pas, puis que c'est un robot qui commence à parler, je me rendrai même pas à entendre l'information qu'il voulait me partager, là, tu sais, et je serai plus sur la ligne, ça sera pas très très long. Là. Fait il y a cet élément-là aussi, là, on va Oui, voilà, un peu comme les courriels dont on parlait tantôt qui vont peut-être finir dans le spam ou ne jamais être lus. ben, c'est tellement vrai que ces appels-là auxquels tu fais référence s'en vont dans le spam aussi, parce que sur tous les téléphones aujourd'hui, peu importe le type de téléphone qu'on a, que ce soit Android, iPhone ou autre, ben, il y a déjà maintenant d'activer par défaut des filtres qui permettent de ne pas répondre ou de ne même pas faire sonner le téléphone si c'est un numéro inconnu ou qui est mentionné comme spam. Mm. Donc, c'est effectivement un peu la même chose. Je te dirais que la boîte vocale, c'est
le courriel du passé. Tu sais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi. Excellent. Ben, poursuivons sur. Là, on a parlé justement au niveau des rappels, au niveau des agents pour prise de rendez-vous et tout ça. Il y a d'autres éléments au service quand même où l'intelligence artificielle peut venir aider. Oui, puis ce qui est intéressant, encore une fois, on a des complexités québécoises. On parlait de la langue tantôt, mais il y a les outils d'inspection visuelle. Bien sûr, propulsés par l'IA, bien sûr. Fait que si on est en Floride, puis que la seule chose qui peut arriver, c'est qu'un véhicule ait eu de la pluie, puis qu'il soit un peu sale, euh, inspecter le véhicule avec des caméras, c'est pas si difficile. Mais quand le véhicule arrive avec un pied de neige sur le toit, puis qu'il y a de la gadoue collée dans les roues, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des outils de l'IA qui vont faire une inspection physique là, du extérieur du véhicule. Donc, ça arrive toutefois, il y a des outils, on connaît tous au Québec, on connaît tous Certi, par exemple, qui est un outil là, qu'on utilise comme DMS, qui ont des modules de plugins, puis des beaux modules qui s'en viennent même avec Fusion dans le futur, qui vont permettre aux concessionnaires d'installer des petites caméras qui vont permettre de voir on en est où avec l'usure des pneus, par exemple. Comme on peut faire une recommandation de l'usure des pneus, pardon, des freins de carrosserie. Tout ça fonctionne bien l'été, ou en tout cas, du moins quand le véhicule est propre en hiver. Donc, c'est des outils qui viennent et ça va automatiquement mentionner à l'aviseur technique, attention, j'ai fait une inspection des pneus quand il est rentré. J'ai réalisé que, bon, il faudrait que tu les regardes. Donc, ce genre d'outil-là, l'objectif, c'est de faire augmenter notre dollar vendu par bon de travail, c'est sûr, hein, c'est ça qu'on fait. Et les outils vont se payer eux-mêmes simplement par être sûr de toujours proposer le maximum à nos consommateurs. Le point depuis le départ, c'est de dire si vous le faites déjà en concession, c'est une excellente chose. Ce que l'IA va vous permettre de faire, c'est de vous assurer que c'est fait dans 100% des cas, 100% du temps. Mhm. Ce qui est difficile parfois quand malheureusement, on est tous humains, là, donc on peut pas être à 100% tantôt. Fait que ça, dans tout, pardon. Donc, c'est ça, c'est l'inspection, je dirais, la maintenance prédictive, de equity mining au service, donc de faire des appels préventifs à des consommateurs, dire j'ai pensé à toi, peut-être que l'usure de tes freins serait à valider. Donc, ces genres de choses-là qui sont aujourd'hui propulsées par l'IA, qui peuvent être ajoutées comme module à ce qu'on fait déjà en concession. Et Et la ça. grosse mode en terminant, JF, Oui, la vas-y. grosse mode aux États-Unis, c'est les unités mobiles. Ça n'a pas atteint le Québec encore, mais là où, par exemple, quelqu'un, l'IA va dire, oh, on a un changement d'huile ou de frein à faire ou quoi que ce soit, de l'information qui va être envoyée au consommateur. On peut penser aux agents de demain. Hein? Donc, l'agent du concessionnaire va contacter l'agent du consommateur en disant, écoute, il y a un changement je sais pas moi, de pneu à faire sur le véhicule. Qu'est-ce que tu penserais que j'aille le faire pendant que ton maître travaille? Puis donc, il va avoir un rendez-vous de booké. Une unité mobile va se rendre au travail du consommateur. Les pneus vont être changés sans même que le consommateur ait dit d'autre chose que dire oui, j'accepte les frais. Donc, c'est tout. Tout ça, présentement, c'est en déploiement aux États-Unis, donc les unités mobiles. Puis les concessionnaires réfléchissent, ceux qui sont d'avant-garde, réfléchissent déjà à voir comment ils vont arriver à répondre à cette demande d'unité mobile-là. On en voit déjà dans nos rues parfois, là, des changements de pneus ou quoi que ce soit, mais c'est un territoire inoccupé par les concessionnaires et c'est un territoire qui va bientôt l'être. Oui, puis l'élément, c'est intéressant parce que l'élément mobile, tu sais, la facilité est d'enlever justement ces espèces cette friction-là et ces choses-là qui font en sorte que Colin, c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps, je prendrai pas un rendez-vous parce que là, je vais manquer du travail, puis je sais, tout ça, donc cette capacité d'avoir accès à un service plus flexible, plus rapide, plus quelque chose qui dérange moins mon horaire, c'est quelque chose qu'on a vu déjà dans les dernières années. Tu sais, on pense au modèle d'affaires de Genesis qui est un exemple justement qui est allé beaucoup dans cette direction-là de venez pas en concession, on va aller vers vous, on va le faire. Tu sais, C'est ça. donc c'est une suite logique dans le fond très pertinente. Et par rapport au point d'avant, justement, ce que je voulais souligner, c'est que les manufacturiers déjà, justement, leurs véhicules sont de plus en plus connectés et en mesure
de lever l'alerte finalement, là, de hey, j'ai telle maintenance qui va bientôt être due ou qui va bientôt être à faire. Donc, d'aller connecter tout ça et de faire en sorte que cette alerte-là et que cette information-là soit transmise au concessionnaire et qu'il puisse y avoir une action de prise par la suite. C'est un petit peu ça, dans le fond, dont on parlait. Parce que souvent, puis tu sais, je pense évidemment, le module dans la voiture, c'est pas au niveau concessionnaire, tu sais, c'est vraiment le fabricant, le manufacturier qui a ça de son côté. Encore une fois, ça ramène à la conversation de l'intelligence d'affaires entre le data que possède le fabricant, le manufacturier, et ce que le concessionnaire peut avoir accès et peut en faire finalement concrètement. Là. Mais tu sais quoi? En terminant, là, le point important, c'est, puis tu viens de le mentionner, il y a une différence entre le manufacturier et le concessionnaire. Puis parfois, on a peur comme concessionnaire de dire, écoute, nos manufacturiers vont arriver, puis ils vont nous tasser, puis ils vont faire de la vente directe. Mais ce que tu as raison absolument, c'est de dire que la connaissance des consommateurs se fait en concession. Donc, par exemple, moi, chez Chrysler, si on vend un pick-up avec un bedliner parce que quelqu'un nous dit, je transporte de la roche trois quarts à chaque jour, mais peut-être que son bedliner, donc son protecteur du pick-up, peut-être qu'après, je sais pas moi, quelques mois, il va être usé. Mais ça n'a rien à voir avec l'alerte que le manufacturier va dire, mais c'est une alerte que moi, mon AI va faire en concession en lisant les textos, puis en lisant les courriels, en réalisant qu'est-ce que le consommateur fait dans sa vie. Je vais lui écrire un message au nom du représentant des ventes en disant, sais-tu quoi? Tu m'avais dit que tu transportais beaucoup de roches. Est-ce que tu le fais toujours? Oui. Est-ce que ton bedliner est usé? Oui ou non? Parce que sinon, je pourrais peut-être te proposer un pourcentage de rabais sur ton prochain, par exemple. Donc, c'est le genre de choses où cette information-là réside chez le concessionnaire et non chez le manufacturier qui va se concentrer finalement au changement d'huile. Écoute, on a même une approbation canine sur cette déclaration. C'est bien calmé, hein? C'est parfait. C'était parfait. Écoute, super intéressant. Là, je crois qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait le tour des différents départements? Il y a l'admin aussi, il y a la comptabilité. Puis, il y a la comptabilité qui est, puis je vois que, tu sais, on parle les deux beaucoup, hein, mais il y a la comptabilité qui est intéressante. Oui. Puis là où ça devient super fort, c'est que pour ceux, par exemple, qui administrent plusieurs concessionnaires, qui ont des états financiers de DMS différents, qui travaillent sans doute avec un seul bureau comptable, mais là, il faut que tout ça soit ramené dans une documentation qui est la plus semblable possible. Euh, non seulement c'est faisable grâce à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des firmes qui se spécialisent au Québec à faire ça. On pense par exemple à Cotius, à tous les types de DSMA de Mhm. Cotius, qui, eux, vont faire le travail d'unifier toutes ces données-là, finalement, ces rapports financiers-là, pour venir aligner ça sur une seule vue qui comprend tout. Et ça serait un exemple, par exemple, chez des grands concessionnaires, on pourrait dire, comme moi, par exemple, qui est beaucoup plus petit, ben oui, mais ça me sert à quoi? Moi, j'ai mes états financiers, je les connais par cœur anyway. OK. Mais là où ça devient intéressant au niveau de la comptabilité, c'est que ça, on vit tous ça là, comme propriétaire, c'est comment on peut faire pour que notre entrée de données soit 100% du temps faite correctement et qu'il n'y ait pas d'erreur. Je veux dire, la pire chose qui arrive à un directeur ou à un propriétaire, c'est d'arriver à la fin du mois et de réaliser que des erreurs ont été faites qui ont coûté des milliers de dollars parfois. C'est frustrant fois 1000. Puis oui, on peut se dire, ben, OK, je vais remplacer la personne ou je vais taper sur les doigts ou peu importe, mais la réalité, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de faire des revues automatisées à chaque jour, à chaque heure, de qu'est-ce qui se passe dans mon DMS, qu'est-ce qui se passe dans mon système comptable, puis d'essayer d'identifier des transactions qui sont pas habituelles, qui sont pas normales. Ou si j'ai payé un fournisseur 2 fois, ça va me le flaguer. Je vais pas avoir, moi, besoin comme opérateur de voir 2 fois la ligne une en dessous de l'autre pour dire, hey, attention, tu as fait une erreur ici. Donc, ça, c'est un exemple qui est quand même important, qui sauve des sous, qui s'intègre facilement, puis qui va venir changer la donne. Euh, En terminant, il y a aussi des chatbots. Je pense au groupe Saillant, par exemple, avec Alexandre Saillant, ici au Québec, qui ont développé des genres de chatbots internes, de la documentation interne. Tu viens d'arriver, tu es un nouvel employé, tu as des questions aux ressources humaines. Ben oui, tu peux prendre le téléphone, mais tu peux aussi poser ta question et avoir ta réponse en temps réel.
Donc, c'est pas des coûts qui sont très complexes, qui sont très énormes, mais ça fait une différence entre le concessionnaire qui l'utilise et le concessionnaire qui l'utilise pas, parce qu'on a besoin de moins de personnes pour arriver à faire la même chose si on intègre l'IA dans ce cas-ci. Écoute, c'est quel tour d'horizon quand même. Oui. Il y a beaucoup de matière. Écoute, la bonne nouvelle, je pense qu'on peut rassurer tout le monde à l'effet que vos jobs ne sont pas menacés la semaine prochaine. Là, ce sont des outils qui se multiplient en fait et qui gagnent en efficacité à une vitesse assez impressionnante, mais qui vont vraiment donc vous permettre de faire plus, de faire mieux et d'optimiser vos opérations. Je pense que c'est vraiment ça le, la, si on wrap up un petit peu tout ça dans tout ce qu'on vient de se dire. Et justement, ben André Martin, je te passerai le mot de la fin. Si on Ouais. concluait l'échange là, comment on laisse les auditeurs aujourd'hui? Ah, ben pour moi, c'est très simple. Tantôt, je parlais de tête dans les nuages, puis pied dans les tranchées, là, pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début. Puis là, on va descendre pied dans les tranchées pour le mot de la fin. C'est que je comprends là, tout ce qu'on a dit, puis c'est le fun d'entendre que oui, ça peut faire des changements, puis il faut être prêt, il faut déjà être bien, faut, faut être bien administré avant d'utiliser l'intelligence artificielle, hein. Ça, c'est un mot de la fin important. Il faut que nos KPI soient bons, il faut qu'on ait étudié, savoir où on a des pertes, où ça va bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer avant d'utiliser l'intelligence artificielle. Il faut aussi trouver quelqu'un qui va nous aider à l'interne avec l'intelligence artificielle. Cette personne-là, c'est qui? Ben, c'est pas nécessairement le plus jeune de la gang ou le plus vieux de la gang. C'est la personne qui est la plus intéressée dans l'intelligence artificielle, qui a des connaissances qui sont quand même avancées ou en tout cas assez avancées pour être capable de comprendre. Il y a des formations qui se donnent, il y a des fournisseurs qui vont venir aider les concessionnaires dans ce département-là. Et tout ce qui est innovation aujourd'hui est déjà traité de toute façon en concession. On a déjà quelqu'un qui comprend ça parce qu'on a des campagnes marketing, parce qu'on a des sites web. Donc, il est fort à parier que c'est cette personne-là qui pourrait également prendre le rôle de venir épauler avec l'intelligence artificielle, mais ça reste encore à déterminer. Puis je pense que ça peut faire le pont en terminant vers tes prochains balados en disant, ben quel outil exactement dois-je utiliser si j'ai tel problème? Puis tu sais, faudrait faire comme dans le bon vieux temps où on prendra des appels, là, on va dire au concessionnaire, rappelez-nous, là, on a un hotline, là, puis là, on va prendre l'appel. Ah, tiens, voici Jean-Guy qui a une question pour nous. Comment puis-je utiliser l'intelligence artificielle si j'ai des problèmes avec mes vendeurs? On pourrait aller jusque-là parce que c'est très, très important comme prochaine étape de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme outil, lesquels sont les plus performants. Puis je pense que ça serait une belle mise en bouche pour la suite des choses, le prochain balado. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'avant d'utiliser l'intelligence artificielle, je termine là-dessus, là, il faut qu'on soit capable d'évaluer où on a des bobos. C'est pas en mettant un plaster sur son front qu'on va empêcher un genou de saigner. Ça fait-tu bien, ça? C'est excellent. Puis j'adore ça parce que justement, on dirait que c'est comme la saveur du moment. Hein? L'intelligence artificielle, on l'entend utiliser littéralement à toutes les sauces et pour régler à peu près tous les problèmes. Mais justement, on peut vite se ramasser qu'on ajoute 8 nouveaux outils en même temps. On ne sait pas comment l'implanter, on ne sait pas comment le mesurer, mais on sait que finalement, à la fin du mois, on a un gros bill de plus à payer, puis on ne sait pas trop si c'est rentable ou pas. Et ça, ben, c'est une erreur justement à éviter. Donc, première étape, on identifie les trous dans le chaloupe, ceux qui laissent rentrer le plus d'eau. Après ça, ben, on trouve le bon outil d'intelligence artificielle pour venir boucher ce trou-là et pour mesurer par la suite, ça marche-tu? Y a-t-il une amélioration? T'sais, on prend-tu moins d'eau qu'on en prenait avant de le rentrer? Et donc, cet élément-là, si parce qu'on n'en a pas parlé encore dans l'entrevue jusqu'à tout récemment, dans ta dernière intervention, mais donc tout ce qu'on vient de dire là, ça prend quelqu'un, ça prend un humain dans votre équipe qui sera en charge de ça et qui va être en mesure justement de prendre cette décision-là et de mesurer l'impact de ces outils-là finalement concrètement. Là. Oui, parce que de dire oui à tous les fournisseurs qui sont cute, qui sont gentils, puis qui viennent passer notre porte de concession, puis qui ont de l'air bien crédibles, c'est une erreur si on ne sait pas ce qu'ils font. C'est fort intéressant. Donc, André Martin,
Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été vraiment un grand plaisir, une belle heure et quart de beaux sujets qui vont évoluer. Tu me disais en pré-entrevue justement que la présentation dont on vient de parler aujourd'hui, tu es déjà en train de travailler sur la suite, Ouais, donc sur ouais, l'épisode 2. Fait qu'on on aura sans doute l'occasion de se reparler justement de comment tout ça a évolué avant longtemps, j'ai l'impression. oui, puis ceux qui veulent voir la présentation dont on vient de parler, elle va être disponible sur ton site, je crois, puis même dans ce vidéo aussi. Fait que si vous l'avez en balado, ben, assurez-vous d'aller sur le site pour voir exactement qu'est-ce que j'ai mis comme contenu là, dans cette présentation-là. Oui, de même que tes coordonnées, les informations aussi de ta propre entreprise Decisioning IT. Donc, tout ça se retrouve dans les informations sous l'épisode. Et c'est ce qui complète cet entretien. André Martin, merci beaucoup encore une fois pour ton temps et bon succès pour 2026. Oui, En espérant pouvoir se reparler avant que les Terminators arrivent. avec grand plaisir.